À ce moment-là, j'ai vraiment senti ce même embrasement que l'on peut ressentir lorsque l'on travaille avec cet esprit du feu. Et, et cette eau qui venait embraser mon âme, mon esprit, d'une manière vraiment réconfortante, Et chaleureuse. là, je me choque, mais j'ai cru que j'allais mourir. Hein. Attends, c'était 40, 41, je délirais, j'étais complètement branlant. Et là, je vois mon gardien du seuil, je vois un dragon. Et je le regarde, je fais OK, j'accepte de mourir. Ce qui nous pourrit la vie, c'est pas le conflit, c'est la mémoire du traumatisme. Jamais on pourra réparer ce qui a eu lieu parce que c'est dans le passé est révolu. Et ça, il faut l'accepter. C'est là que vous allez vous apercevoir qu'une énergie toxique va devenir une énergie guérisseuse, lumineuse. Et recentrez-vous dans votre cœur. Il y a là une part de lumière qui est indestructible, que aucune ténèbre, aucun égrégore ne peut vaincre. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment nos plus grandes souffrances ne sont pas des fatalités, mais plutôt, comme on dit en alchimie, la matière première de nos dons les plus sacrés, avec d'un côté Séverine, chamane formée aux racines du Pacifique, et de l'autre côté Pascal Boucher, que vous connaissez certainement, alchimiste de ce qu'on appelle la voie interne. Nous allons comprendre ensemble comment il est possible de transformer le plomb de nos vies en or, comment on peut transformer nos blessures en dons. Et pour cela, on accueille tout de suite nos deux invités. J'ai le plaisir de vous présenter Séverine et Pascal. Comment allez-vous? Bonjour Romain, Bonjour bonjour tout le Romain. monde. Je suis ravi de vous retrouver. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Romain Clément de Gaïa Méditation. Et aujourd'hui, on va découvrir justement comment transformer, je le disais, nos blessures en dons. Et pour cela, je pense qu'il est important de revenir sur le background de chacun, sur vos parcours respectifs jusqu'à un moment donné, cette rencontre qui révèle quelque chose de magnifique, très complémentaire. On va revenir tout de suite. Pour commencer, si vous êtes d'accord, on va commencer par Séverine, honneur aux femmes, hein, Pascal. Bien sûr. D'accord. Bon, Séverine, je suis ravi d'être avec toi. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important, voilà, des personnes qui te connaissent certainement pas encore forcément, hein, c'est récent. Je pense que tu communiques sur YouTube, qu'on te retrouve dans différentes émissions. C'est Séverine Hoang, c'est ça? C'est comme ça qu'on prononce? Oui, tout à fait. Ah, mais c'est ça. Et on va parler de ton voyage. J'aime bien parler du voyage, le voyage du héros, parce qu'effectivement, il y a tout un parcours. Tu viens du Vanuatu, c'est bien ça? Je suis née en Nouvelle-Calédonie. Oui, Nouvelle-Calédonie, donc vraiment, c'est voilà, c'est très très loin. Alors, merci d'ailleurs avec le décalage horaire pour cette émission. Et donc, tu as un background très particulier parce que pour comprendre toute cette transmutation dont on parle, je pense qu'il faut retourner aux racines du choc, un choc culturel, Séverine. Donc tu viens d'un monde où l'invisible est omniprésent et arrive à un moment donné dans ta vie, tu subis un véritable choc, un choc culturel. Alors tu disais que tu as grandi au Vanuatu, en Nouvelle-Calédonie. Tu as été élevé par une femme médecine, une femme médecine indigène. Tu peux nous parler de ton enfance, comment ça se passe tout ça? Oui, tout à fait. Eh bien, en fin de compte, je suis née en Nouvelle-Calédonie, qui est une île française dans le Pacifique, proche de l'Australie. Donc, c'est un territoire français. Et à l'âge de 5-6 ans, je me suis retrouvée à découvrir l'archipel qui est juste à côté de la Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle le Vanuatu. Donc, il y a beaucoup d'îles qui sont les unes à côté des autres et qui étaient aussi anciennement un territoire français. Puis ensuite, ce pays a changé, ou cet archipel en tout cas a changé de, de nationalité et est devenue plutôt indépendante. Donc, il y a beaucoup de mélanges culturels aujourd'hui sur cet archipel, puisqu'elle est proche des îles Banks, proche de Fidji, elle est aussi proche de l'Australie. Donc, il y a beaucoup de mélanges aujourd'hui sur ce territoire. Et bien évidemment, les Français qui y ont une place toute particulière. Et effectivement, j'ai eu l'occasion d'être accueillie dans une famille
de Vanuatu. Du coup, on les appelle comme ça. D'accord. Et j'y ai passé de nombreuses années avec eux, parmi eux. Donc, j'allais quand même à l'école française à l'époque pour ma primaire. Et pendant le reste du temps, eh bien, j'étais avec eux en immersion dans leurs tribus et dans leurs espaces culturels et traditionnels. Voilà. Ouais. Alors, j'ai une question comme ça qui me vient, mais comment un enfant, alors je sais pas quel âge tu as appris rapidement à converser avec l'esprit des volcans, l'esprit des plantes? Comment t'en es arrivé là? Comment ça a démarré tout ça? Parce que il y a probablement une affinité que l'on a chacun à l'intérieur de soi avec quelques éléments, l'élément air, l'élément eau, l'élément terre, l'élément feu. Et il se trouve que je peux être en affinité avec cet élément-là. Toujours est-il que en Nouvelle-Calédonie, on a un territoire minier qui est assez fort au niveau du nickel et au niveau aussi de cette barrière de feu qu'on a sous l'océan, qui est proche de nous et qui nous traverse. Donc on est relativement quand même imprégné de ces volcans qui existent sur l'archipel du Vanuatu et que nous n'avons pas ici en Calédonie. Par contre, il est déjà arrivé dans le passé que lorsqu'il y avait des éruptions volcaniques sur l'archipel du Vanuatu, nous ici en Nouvelle-Calédonie, on recevait les cendres des volcans qui arrivaient jusqu'ici. Donc on est vraiment pas si éloigné. On n'a pas de volcan chez nous à proprement parler, mais néanmoins on y est familier. Et puis, lorsque moi j'y ai passé du temps et que j'ai découvert ces espaces-là, c'est une médecine qui est très utilisée là-bas et qui contribue à la protection et qui contribue aussi à la culture. C'est complètement intégré finalement cet esprit, cette énergie volcanique du feu. C'est un élément qu'on apprend très vite à maîtriser. D'accord. Et c'est quelque chose de totalement naturel pour toi, je veux dire, effectivement, comme on le disait, l'invisible est omniprésent là-bas. Euh, je sais qu'il y a des personnes qui regardent, qui découvrent ce sujet, qui peuvent dire, mais comment ça converser avec l'esprit d'un volcan, l'esprit des plantes? Comment ça se fait chez toi? Tu peux expliquer aux personnes qui nous regardent? Alors généralement c'est par affinité aussi encore. Hein. Tout le monde, tous les enfants ne sont pas toujours réceptifs à partir d'un certain âge. Donc moi j'étais au Vanuatu de mes 6 ans à mes 12 ans à peu près. Donc c'est une fenêtre qui parfois, selon où on est, selon avec qui on est, selon notre chemin de vie, peut se fermer ou se diminuer en tout cas. Pour ma part, ça n'a pas été le cas. C'est une ouverture qui est restée intacte finalement et qui m'a permis de m'épanouir dans une fluidité, dans une simplicité que très probablement je n'aurais pas connue ailleurs dans le monde et avec d'autres personnes. Donc là, si c'est vraiment une ouverture, une réceptivité, une sensibilité euh, à, à la vibration du vivant qui se trouve là-bas. Et D'accord. finalement, pour en revenir aux initiations du feu que l'on peut recevoir, eh bien, les alchimistes connaissent tout à fait ça avec l'esprit de la salamandre. Donc, Oui, il n'y oui. a aucun souci pour Ouais. les forgerons et les alchimistes de travailler avec l'esprit du feu. Ouais, on va voir que c'est très complémentaire. Donc tu disais de tes 6 ans à 12 ans, mais on va revenir ce qui se passe à 12 ans, mais d'abord, toujours entre tes 6 ans et 12 ans, est-ce que tu as le souvenir bien présent d'une conversation à un moment donné avec l'un de ces esprits? Quelque chose de particulier qui vient je sais pas, te percuter, te mettre dans un cheminement particulier, te faire poser des questions? Alors, en me posant cette question, c'est le souvenir que j'ai pu avoir, qui était à la fin d'une de mes dernières initiations que j'avais reçues au Vanuatu. Et finalement, là-bas, comme effectivement, ce sont des îles qui sont sur la barrière
de feu, eh bien leurs plages ont le sable noir. Ils ont pas le sable blanc comme on peut le voir à Tahiti, ou bien que même aux Marquises, eux aussi ils ont le sable noir comme au Vanuatu. Et donc pas toutes les plages ont ce sable volcanique un petit peu de couleur noire au Vanuatu, mais en tous les cas, je m'y trouvais à la fin de justement une initiation par le feu. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti ce même embrasement que l'on peut ressentir lorsque l'on travaille avec cet esprit du feu, cette chaleur. Eh bien, je l'ai connecté, je l'ai ressenti avec cet océan qui se trouvait devant moi. Et donc, j'avais les pieds euh, enseveli dans ce sable noir brûlant, parce que le sable noir du coup se charge beaucoup plus en chaleur que le sable blanc, qui lui reste plutôt tempéré, même exposé au soleil, alors que le sable noir, lui, il est vraiment très très chaud, très très brûlant. Et cet océan qui était devant moi avec de très grandes vagues, donc on n'était pas du tout sur une plage très calme, bleu turquoise, etc. Et, cette eau qui venait vraiment euh, embraser mon âme, mon esprit, d'une manière vraiment réconfortante, chaleureuse, complètement entière. Donc j'avais les pieds dans le feu et le cœur dans l'eau quelque part. J'avais vraiment cette connexion et cette union où à l'horizon on pouvait voir ce ciel, cette mer qui avait toute cette alchimie de la nature, et je m'y retrouvais vraiment dans le creuset. Je me retrouvais vraiment dans le creuset de cette nature, à recevoir les changements de température, les changements de vibration, les informations énergétiques qui peuvent être autour de nous, quoi. D'accord. Et à 12 ans, se passe quelque chose vraiment de particulier. C'est là qu'a lieu le fameux choc culturel. Tu découvres Paris. Oh, Paris, que c'est joli, mais pour toi, c'est vraiment, tu vis l'enfer du béton, quoi. Non, c'est pas du tout si terrible que ça. On va essayer d'adoucir un petit peu les propos. Pas du tout. C'est vrai que ça a été, comme toutes les initiations que l'on peut recevoir, un moment intense de rencontre avec ce monde occidental, avec cet environnement, avec cette culture que je ne connaissais pas. Euh, Ça a été intense, mais ça n'a pas non plus été Hmm. si chaotique que ça. Malgré tout, Ouais. j'ai vraiment énormément aimé cette ville à l'époque. Donc, on était sur les années 2000, quelque chose comme ça. Et cette effervescence, cette Hmm. culture, il y avait quand même énormément de belles choses que je recevais en même temps. Mais tu vois des chimères, tu racontes voir des chimères terrifiantes dans le métro parisien. Et en fait, avec l'aide ouais, tu fais appel à tes guides pour t'ancrer. C'est bien ça? Oui, alors en fin de compte, à cette période-là, j'étais quand même relativement jeune et je n'avais pas appris à faire ces passages d'âme, mais de masse. Finalement, moi, sur l'archipel, la manière dont j'avais reçu les enseignements pour justement guider ces âmes, etc., sur d'autres plans, d'autres dimensions, etc., de faire cet accompagnement, c'était relativement de l'individuel, même si ça pouvait être des animaux, des hommes. Mais là, je découvrais vraiment la multitude, l'aspect de la multitude, du collectif, de la collectivité, enfin du plus un. Vraiment, c'était plutôt et c'était très challengeant. C'était quelque chose auquel je m'y attendais pas, et j'ai appris pendant longtemps, parce que c'est très engageant de faire des passages d'âme de masse quelque part. Waouh, le contraste entre tout ce que tu vis au Vanuatu et Paris est vraiment saisissant. Et dans quelques instants, on va voir comment Pascal, lui aussi, de son côté, a affronté ses propres chimères d'une toute autre manière. Avant cela, j'aimerais juste
faire une petite pause avant de continuer pour vous rappeler que si vous aimez tous ces contenus qu'on vous propose sur la chaîne, déjà merci à vous pour votre soutien, pour tous les commentaires laissés, les likes, toutes les personnes qui nous rejoignent de plus en plus. Et forcément, je voulais vous parler d'une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le booster ou booster, cette fonctionnalité qui nous aide à mettre en avant tous les contenus dans l'algorithme. Donc pour cela, pour les personnes qui veulent nous soutenir, n'hésitez pas. Si vous likez la vidéo, vous sera proposé le fait avec un petit doigt en fait de swiper sur la gauche, d'utiliser le carrousel pour pouvoir utiliser un certain nombre de points pour booster la vidéo. Vous pouvez faire jusqu'à 3 boosts par semaine et pour chaque nouveau contenu en fait publié dans l'espace de 7 jours. Donc voilà, merci à toutes et tous, voilà, toutes les personnes qui nous aident à mettre en avant les différents contenus. On va revenir tout de suite à notre invité Pascal. Pascal, je dis toujours aussi, c'est l'épreuve du feu, c'est l'alchimiste, je le disais tout à l'heure, de la voix interne. Alors l'alchimie, c'est vraiment un sujet qui me happe constamment. À chaque fois, je le disais en off tout à l'heure, quand j'entends les alchimistes parler, je bois les paroles comme ça. Et puis il se passe toujours tout un tas de choses dans ma vie à chaque fois. On va voir que toi, Pascal, de ton côté, tu viens d'un parcours légèrement différent. J'allais dire que d'un côté, t'es plus dans... Alors Séverine, elle a dû survivre, je le disais, au monde moderne, à l'arrivée à Paris, après la pureté de la jungle. Mais de ton côté, Pascal, toi, tu as un cheminement un peu inversé. Tu étais plongé déjà dans des concepts plus, on va dire, plus intellectuels jusqu'à ce que la vie te force à un moment donné à tout lâcher. Oui, c'est plutôt ça. Mais bon, au niveau de l'enfance, ça a été un peu pareil parce que avec mon père qui travaille dans la coopération, j'ai vécu d'abord en Centrafrique, dans la brousse. Donc je me D'accord. rappelle toutes les nuits, j'entendais les tam-tams. J'adorais les histoires de sorciers, justement, à l'époque. Et puis après 5 ans à Madagascar. Et c'est vrai que le retour en France a été rude aussi pour moi. Néanmoins, voilà, ma mère étant prof de yoga, s'était passionnée pour la spiritualité indienne. Donc, j'ai vraiment pu baigner dans ce domaine mystique oriental. Dès 12 ans, 11 ans, je voulais déjà être yogi, etc. Bon, et puis l'adolescence m'a rattrapé avec les mobylettes, les copines, etc., etc., et tous les excès que l'on peut connaître à cet âge-là, surtout avec mon caractère. Je me suis remis, en fait, très curieusement, au départ, mes premières passions étaient le chamanisme, avec Castaneda, l'herbe du diable, la petite fumée. Ensuite, j'ai suivi un chemin, j'ai beaucoup suivi les enseignements d'Omra Mikhaël Ivanov, je trouve très bien, et qui a été un moyen de m'orienter vers l'hermétisme, parce que son enseignement est beaucoup basé sur un texte de la Table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Donc, ça m'a quand même beaucoup titillé. Et j'ai vu que malgré tout, dans son enseignement, il y avait un aspect double. Il y a l'aspect exotérique, avec des choses un petit peu philosophiques, morales, etc. Mais derrière, il y avait un enseignement occulte. Et donc, j'ai commencé à fureter et à chercher. Et j'ai vu que ces citations, etc., comme j'étais passionné, j'ai travaillé sur un peu la Kabbale, j'ai travaillé sur l'astrologie, j'ai pris des cours d'astrologie. Puis ensuite, j'ai travaillé sur les mythes, la mythologie, les légendes. Bref, et c'est sur le tard que j'ai découvert l'alchimie. J'avais 24 ans, hein, c'était même pas. Après le service militaire. Donc voilà, je vais avoir 21, 22 ans. En dès 86, 87, 87, je me suis mis dans l'alchimie. Voilà. Ouais. Ça a été une passion, une révélation. J'ai travaillé sur les classiques, alors les purs classiques, tradition, alchimie occidentale. Hein. Donc, je suis remonté jusqu'aux anciens alchimistes grecs de l'époque de l'Antiquité. Et puis, ça a été une révélation, mais vraiment une révélation. Voilà. Ouais. Et très curieusement, je me demandais comment œuvrer, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les textes classiques, comme ils ont une manière spéciale de parler, là aussi très double, c'est-à-dire un langage exotérique, parfois incompréhensible, et eux, ce qui compte, c'est la langue des oiseaux, le langage occulte, caché qu'il y a derrière. Donc j'ai œuvré là-dessus, j'ai vu qu'il y avait des choses récurrentes, malgré les différents auteurs, les différentes traditions, etc. Et puis, j'ai découvert une voie, un chemin,
Mm. Puis est revenu ma passion du chamanisme est revenue parce qu'il m'a dit tu crois pas que tu vas t'en tirer comme ça. Donc voilà. En 99-2000, j'ai rencontré un chaman péruvien, un vrai enfin, parce qu'à l'époque c'était pas Oui. évident, il y avait pas, c'était pas aussi populaire que ça le chamanisme. Mm. Et puis en 2001, j'ai rencontré ce chaman, j'ai suivi des initiations, je suis après parti en 2011 au Pérou, Mm. et aussi des initiations, beaucoup. J'ai régulièrement suivi des initiations chamaniques, mais à partir du moment où, dès que j'ai eu affaire à ce vrai chaman, euh, il nous a fait passer des initiations et j'ai vécu tous les protocoles que j'avais étudiés pendant de si nombreuses années sur l'alchimie, sur la voie brève, notamment la plus secrète qu'il puisse y avoir. Et j'ai vu qu'il connaissait parfaitement les protocoles. L'art des transmutations de l'âme. En fait, c'est de ça qu'il D'accord. s'agit. L'art des métamorphoses. Alors du coup, pour Oui. moi, il y avait ces deux traditions qui étaient un petit peu antinomiques, opposées, une tradition occidentale, écrite, etc., l'autre complètement orale, plutôt indienne pour moi, enfin amérindienne, pardon. Mm. Et d'un seul coup, tout ça s'est rassemblé. Et je me suis aperçu que l'alchimie était une chose et les champs d'application étaient infinis. D'accord. On confond souvent l'alchimie et les champs d'application. Et Il est moi, ma voie Ah, excuse-moi. d'application est... Tu penses qu'il est possible en quelques mots comme ça, vu que c'est pas une émission consacrée pleinement à l'alchimie, mais en quelques mots, tu as parlé de la voie brève, de présenter juste les différentes voies qu'il y a en alchimie? Oui, alors d'abord, il y a deux orientations radicales. Une qui cherche la pierre philosophale, hein, donc qui est le but ultime, la révélation, etc. Alors la pierre philosophale, elle a deux orientations radicalement différentes. Une qui recherche la poudre de transmutation métallique, c'est ce que l'on connaît des alchimies classiques en Occident, que la tradition populaire connaît. Mais il y a une autre orientation tout aussi importante qui fait au moins 50% des alchimistes, qui est la recherche de la pierre philosophale sous la forme de la médecine universelle. Celle-là n'est pas applicable aux métaux, elle est applicable aux humains. D'accord. Et c'est cette voie-là que je vais suivre. Et c'est là que cette voie, on s'aperçoit qu'elle a une orientation, qu'elle a plutôt une origine qui nous vient des chamans. D'accord. Autant l'application de la poudre de transmutation oreille métallique descend des anciens forgerons, des corporations secrètes de forgerons, autant l'autre voie est une voie plutôt médicale qui descend des chamans. Et c'est cette voie-là qui m'intéresse. Voilà. Après, la voie brève, la voie longue sont deux protocoles de travaux. Un qui permet de travailler en voie humide, une voie douce, longue, qui travaille plutôt sur les sublimations, l'acquisition des vertus, etc. Et l'autre qui est plutôt une voie brève, brutale, qui est l'application d'un feu violent, qui a pour but la destruction des conflits, hein, par D'accord. dissolution. Hein. Donc ça, c'est plutôt une voie qui est liée au feu. Une est liée à l'eau, la voie longue, humide. L'autre est liée au feu, qui est la voie sèche. D'accord. Et du coup, pour toi, Pascal, aujourd'hui, l'alchimie, c'est pas une simple théorie. Tu dis souvent, c'est une connaissance qui se fait chère. Oui, complètement. Alors, c'est vraiment une connaissance qui se fait chère. D'ailleurs, on le voit par exemple, tous les alchimistes se basent sur des textes sacrés qui considèrent comme hermétiques, et notamment les évangiles. Et quand on dit que Saint Jean nous dit que le Verbe est la lumière du monde, c'est une lumière, effectivement, mais c'est pas la lumière extérieure qu'on voit avec les yeux, qui sépare, qui divise, qui distingue et qui n'éclaire que la surface des choses. Il s'agit d'une lumière intérieure. Et cette lumière, elle, au contraire, elle coagule, c'est-à-dire qu'elle matérialise. Et cette lumière, en effet, se fait chair. C'est le Verbe, selon Saint Jean. Et les alchimistes en parlent beaucoup. Une lumière qui s'incarne dans la matière. Alors, ça donne l'argument des alchimistes qui nous disent, en dehors du labo chimique, point de salut. Voilà, parce que nous, on est dans la pratique, on est dans la matière. Néanmoins, nous sommes constitués de matière. Notre corps est déjà une matière. Nous sommes faits d'os, de minéraux, de métaux, d'eau, de plein de choses. Donc, nous n'avons pas toujours obligé d'être dans le laboratoire chimique externe, dans la matière externe. On peut travailler la matière de l'intérieur. Voilà. Hmm. Moi, c'est la voie que je défends. Quelque part, le laboratoire, c'est la vie. C'est C'est ce qu'on déjà va le dire. corps même. C'est C'est ça. Le déjà corps même le même. corps. D'accord. Oui, le corps même. D'accord. Très bien. Après, il y a ton existence qui est là, Hmm. qui est aussi un laboratoire.
Mais en D'accord. fait, c'est plutôt, on l'appelle le miroir de l'art, hein, qui va refléter ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce qu'on ne voit rien à l'intérieur de nous. Mmh. On a beau dire, voilà, on médite, on imagine ceci, mettre des structures, des chakras, des méridiens, de ce que tu veux. Franchement, on n'y voit que dalle à l'intérieur. Et l'esprit, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le mesurer. Ouais. C'est à travers l'existence de la vie qu'on va apprendre à connaître cette vie occulte, cette lumière qui, selon la tradition hermétique, luit dans les ténèbres du corps. Donc on ne peut pas la voir parce qu'elle luit dans les ténèbres. Donc pour la voir, on va le faire par résonance, par le miroir de la vie, de notre existence. Mmh. À un moment donné, tu déchires symboliquement, les différents diplômes, heu, que tu as. Après une période de blocage, tu as une forte fièvre et tu vois à un moment donné le fameux gardien du seuil. Tu peux nous en parler? Ah oui, 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 c'est mon premier livre, hein, que j'ai écrit sur l'alchimie, qui est une aventure, quoi. Vraiment, ça faisait 10 ans que j'avais commencé ce livre, j'arrivais jamais à l'écrire, j'arrivais jamais à l'écrire. Puis un jour, je chope une fièvre terrible, terrible. Une grippe, alors on dit asiatique, mais à l'époque, c'était bien, bien avant le Covid, hein. Et soit en 90, quelque chose comme ça. Et je tombe extrêmement malade, mais vraiment malade, malade pendant 3 jours, 3 nuits. Et j'étais sur le chapitre du feu secret des sages. Et là, je me chope, mais j'ai cru que j'allais mourir. Hein. Attends, c'était 40, 41, je délirais, le feu. Et en pleine nuit, au bout de 3 nuits, 3 jours, j'en pouvais plus. À un moment, je me lève pour aller aux toilettes. J'étais complètement branlant. Et là, je vois mon gardien du seuil. Je vois un dragon dans l'ombre. Et je le regarde, je fais OK, j'accepte de mourir, c'est pas grave. Et puis ça s'efface, et le lendemain, la fièvre s'en va, et je prends mon stylo, et je prends mon chapitre, le feu secret des sages, et je commence. Épier, ensuite on passe au chapitre suivant. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Waouh! Et, mais c'est pareil en chamanisme, hein. Tu verras que tout ce qu'on aborde, tout ce qu'on commence à enseigner ou à découvrir, à étudier, a une répercussion dans la matière, directe. Bing. Ouais, Alors, des fois, c'est immédiat, des fois, il y a un décalage, ouais, mais on y a droit. Ça, Séverine peut l'attester parce que dans la voie chamanique, c'est exactement pareil. ouais. On va voir justement comment, les 2 voies se rejoignent en fait. Vous avez tous les 2 en quelque sorte traversé vos nuits noires de l'âme, chacun de votre côté et en 2023, vos trajectoires se rejoignent. Vos trajectoires se rejoignent d'une manière assez particulière parce que, c'était pas un hasard, c'est bien ça, hein? Séverine, tu avais vu Pascal arriver. Oui, tout à fait. Il devait se rendre en Nouvelle-Calédonie pour justement donner des séminaires d'alchimie. Et, euh, et du coup, j'avais reçu en guidance de lui apporter mon soutien Ouais, pour cet enseignement-là et ce premier passage en Nouvelle-Calédonie. ouais. C'est pour cette raison que le ciel, vous a réunis selon toi? Alors, il nous reste encore beaucoup de temps pour découvrir ce à quoi le ciel avait pensé pour nous. Mais en tous les cas, depuis ce moment-là de notre rencontre, on ne s'est plus quitté pour justement co-créer ensemble et, et Mmh. s'apporter tout autant de choses, que ce soit à nos élèves ou que ce soit mutuellement ou à nos proches. Mmh. C'est avec, pour moi, c'est Séverine, toi, tu représentes l'eau avec le Pacifique. Pascal, la voix du feu, le feu sacré des sages. En fait, finalement, c'est beau. Il y a cette union entre les deux, entre l'eau et le feu. Il y a une belle synergie qui s'établit. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler justement pour que les personnes qui regardent puissent comprendre justement cette alliance, voilà, pour comprendre d'un côté, on parlait justement de cette émission, comment transformer nos blessures en dons. Pascal, tu dis souvent que le mal, c'est un bien qui n'est pas réalisé. Comment on peut transformer une blessure de rejet, par exemple, une blessure d'abandon, une blessure de trahison en guérison? C'est très délicat. C'est une transformation. D'abord, il faut comprendre, hein, qu'une blessure est liée à un trauma passé.
Alors, la cause de ce trauma, généralement, l'origine de ce trauma peut être souvent karmique. Hein. Donc, vous comprenez l'histoire du karma, on a fait des erreurs dans une vie antérieure, il faut régler sa dette. Hein, voilà. Donc ça, c'est l'aspect karmique, mais on va pas le prendre de manière basique. Hein. Mais la chose, du coup, quand vous vous incarnez dans cette vie-là, il vous arrive des traumas. Alors, ça peut être des petits traumas comme des gros traumas. Ces traumas laissent des blessures. Comme tu dis, moi, j'appellerais plutôt ça des conflits. Mais on va dire des conflits, voilà, des blessures, des conflits. Du coup, ces conflits vont nous pourrir la vie ensuite. Mais en fait, ce qui nous pourrit la vie, c'est pas le conflit, c'est pas la blessure, je veux dire, c'est la mémoire du conflit, c'est la mémoire du traumatisme. Voilà. Alors, inconsciemment, l'âme s'en veut. Elle se dit, c'est parce que j'ai fait des vacheries dans une vie antérieure qu'il m'arrive ça dans cette vie-là. Même si c'est pas conscient dans le mental, inconsciemment, il y a cette partie-là culpabilisée. Ce qui fait que inconsciemment, on se dit, je n'ai pas le droit de guérir, je n'ai pas le droit, j'ai fait une vacherie, je dois payer. Ce qu'on oublie, c'est que le karma, il est temporaire. Il ne dure pas éternellement. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas obligatoirement une vie entière, c'est faux. Et peut-être que le karma, il est réglé depuis le début, depuis que le traumatisme a été vécu, depuis que l'événement traumatique a eu lieu. Par contre, nous, on entretient la mémoire du traumatisme. C'est ça le conflit. Tu vois. Et c'est comme si on empêchait une blessure de cicatriser, si tu veux parler de blessure, tu vois. D'accord. Alors qu'en fait, c'est fini, c'est passé. Mais on entretient en nous-mêmes cette mémoire. Donc il faut en faire le deuil. D'accord. J'allais parler de deuil, justement. Voilà. On va œuvrer dans l'œuvre noire, c'est le deuil. On va traverser le miroir, le royaume de la mort. C'est-à-dire, non, jamais on ne pourra réparer ce qui a eu lieu parce que c'est dans le passé est révolu. Et ça, il faut l'accepter. Ça, c'est un deuil. Non, jamais on aura les parents qu'on aurait voulu avoir. Non, jamais on aura l'éducation qu'on aurait voulu avoir. Non, jamais on aura eu ceci que cela. On n'a pas le papa qui aurait dû nous protéger, qui au contraire nous a fait des vacheries. On n'a pas eu la maman qui est machin, qui est toxique. On n'a pas eu, on n'a pas eu du tout de parents. Bref, non, on ne pourra jamais. Et c'est pas la peine d'essayer de retrouver ça dans la société, dans sa femme, dans sa famille future. Ce n'est inutile de projeter quelque chose. Il faut renoncer déjà une bonne fois pour toutes. Ça a eu lieu. La deuxième chose, il faut arrêter de s'en vouloir inconsciemment. C'est-à-dire, maintenant, il faut comprendre que dans la médecine, il y a deux aspects. Il y a un aspect obscur et un aspect lumineux. L'aspect obscur de la médecine, c'est représenté dans le château de Dampierre-sur-Boutonne, on a une épée, une spatule, une cuillère. Et c'est écrit « Je blesserai et je guérirai ». Qu'est-ce que ça veut dire? Fulcanelli nous dit « L'épée, c'est pour blesser ». C'est comme la chirurgie, tu vois, on va t'ouvrir le ventre, etc. La spatule, c'est pour appliquer le baume guérisseur. Alors, on est tous appelés à devenir la médecine. Au départ, comme tout dans la nature, se fait d'abord par un côté obscur et ensuite le côté lumineux. L'enfant va passer 9 mois à l'abri de la lumière dans le ventre de la mère avant de naître au plein jour. La graine va passer un temps dans la terre noire avant de germer à la lumière. Eh bien, c'est pareil, nous, pendant un temps, on va se créer un karma. Et quand on se crée un karma, c'est pas dire on va faire excuse-moi, je vais être vulgaire, mais une saloperie à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Dans une vie antérieure, j'ai fait une saloperie à quelqu'un. Bon. Donc, je me suis chargé un karma. Donc, on peut culpabiliser dans cette vie-là quand on a un traumatisme, c'est le karma qui nous arrive. Et comme on s'en veut d'avoir fait une saloperie dans une vie antérieure, on garde ce karma. C'est-à-dire tous les effets négatifs alors que c'est passé, tous les effets négatifs qui vont durer, on les entretient, on les chérit. Alors qu'il faut comprendre qu'il faut se pardonner. Parce que moi, dans une vie antérieure, quand quelqu'un vous fait une saloperie, qu'est-ce qu'il fait? Il règle votre karma, parce que vous avez un karma. Quelqu'un vous fait une saloperie, il vous enlève votre karma, puisqu'il vous aide à le régler. Mais il le prend sur lui, parce que lui se crée un karma. Ouais. Donc vous-même, quand vous avez fait une saloperie à quelqu'un dans une vie antérieure, vous avez pris la croix, le karma de la personne sur vous, sur vos épaules. Donc c'est un acte d'amour obscur, ténébreux, attention, c'est ténébreux, on ne va pas remettre en question, et puis voilà, il faut qu'il paye, etc. On est OK. Mais néanmoins, c'est un acte d'amour obscur, c'est l'aspect ténébreux de la médecine. Le jour où on a compris ça, avec le même amour qu'on a pris ce karma, eh bien on peut le déposer, ce fardeau.
On peut le mettre à l'autel du sacrifice. C'est presque un art sacrificiel, puisqu'on parle de chamanisme, c'est l'art sacrificiel. Et donc, au lieu de sacrifier des belles choses, sacrifier des choses ou des pauvres animaux qui vous ont rien fait, etc., on va sacrifier sur l'autel tous nos maux MAUX, tous nos blessures, nos traumas, qui d'ailleurs sont révolus depuis longtemps et qu'on entretient avec une mémoire toxique. On va les mettre sur l'autel, on va les sacrifier en disant merci, avec le même amour que j'ai pris ce karma sur moi, avec le même amour, je vais le sacrifier. Et là, vous basculez dans l'aspect lumineux de la médecine. Et c'est là que vous allez vous apercevoir qu'une énergie toxique va devenir une énergie guérisseuse, lumineuse. Et vous verrez derrière que cette énergie qui était enfermée à travers un karma, à travers une chose obscure, ténébreuse, conflictuelle, une mémoire traumatique, vous acceptez de faire mourir cette mémoire, l'enveloppe ténébreuse va se déchirer, vous appliquez la mort à la mort. Et la lumière monte au-dessus des ténèbres. C'est ce qu'on appelle en alchimie les phases dites de sublimation. Il faut passer par ces œuvres noires, en fait, par cette destruction pour pouvoir renaître. C'est le passage obligé. De ton côté, Séverine, là, moi, je vois les paroles là de Pascal, l'alchimiste, mais alors les paroles de la chamane par rapport à tout ça. Transformer nos blessures en dons. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça? Pour pouvoir répondre à cette question, je dirais que très souvent, lorsque l'on comprend les blessures émotionnelles qui nous habitent, qui est vraiment au siège dans notre espace du cœur, dans notre espace émotionnel, qu'on arrive à les identifier, eh bien, il y a un vrai travail de réconciliation à opérer à l'intérieur de soi, tout comme Pascal vient de l'expliquer. Hein. C'est un acte d'amour, c'est un acte de pardon, de pardonner à son âme d'avoir pris ce karma sur elle pour pouvoir permettre justement à cette énergie, cette âme de s'élever et d'avancer sur son chemin d'élévation et d'éveil. Bien souvent, lorsque on a cette lumière qui se pose sur notre histoire personnelle et puis qui nous emmène quelque part à découvrir celle de nos parents, puisque ce sont des schémas héréditaires souvent qui se rejouent et qui parlent de cet amour, de cette loyauté héréditaire, de cette loyauté familiale que notre âme porte, puisqu'elle a choisi la lignée familiale pour s'incarner et vivre son expérience humaine. Donc il y a plusieurs espaces de loyauté, il y a plusieurs espaces que l'on peut éclairer par différentes méthodes, différents procédés en psychogénéalogie, en thérapie brève, et qui vont nous permettre de reposer du sens pour permettre cette réconciliation, ce pardon et cet éveil. Lorsque ce chemin-là est vécu, très souvent, il va y avoir une manifestation de notre intuition qui va s'éveiller. L'éveil est très souvent, voire toujours accompagné de ce réveil des dons que l'on a en nous. Et c'est aussi l'une des particularités de l'éveil spirituel, c'est que on va reconnecter avec cette clairaudience, cette clairsentience, cette intuition intérieure, cette boussole intérieure que probablement en développement personnel on va pouvoir aussi appeler ce pouvoir intérieur. Donc de reconnecter avec cette part de nous, cette part de cet amour lumineux qui a cette capacité à reposer du sens par la vision, à reposer du sens par le son, l'audio, le ressenti, l'empathie, toutes ces ramifications de notre âme finalement qui guérit et qui s'éveille, eh bien apparaît au même moment que les guérisons des blessures que l'on peut opérer dans notre vie avec un accompagnement ou pas.
Merci beaucoup pour ces belles paroles, Séverine. Merci à tous les deux. Alors pour toutes les personnes qui nous regardent, vous nous avez proposé, aux frères et à moi-même, un bel exercice, un exercice pratique, le rituel de la graine ou la médecine universelle. C'est la première fois que vous le faites en ligne, c'est bien ça? Oui, tout à Tout à fait. fait. Ouais. Alors, du coup, vous pouvez expliquer aux éditeurs en quoi consiste ce rituel? Si je comprends bien, c'est d'arriver à un moment donné où on va se poser la question quelle graine attend encore sa saison, quoi. Quelle graine en nous attend de germer? On va faire une méditation guidée. On va partir du principe que on va se concentrer sur un seul endroit où ça fait mal. On va pas travailler sur tous les conflits, hein. Sachez que l'alchimie, c'est un travail comme le chamanisme assez long, où chaque conflit va être dissous et ouvert et transmuté en qualité. Donc on va travailler sur un point qui vous gêne. Alors déjà, on va essayer de le ressentir au niveau corporel, comme un nœud au niveau, comme on appelle ça, de la gorge, un nœud au niveau autre, quoi. Voilà. D'accord. Et on va essayer de le dissoudre en appliquant la mort à la mort. Très bien, merci. Alors pour ça, je crois que ouais, il y a besoin du tambour, c'est ça? Tu vas utiliser le tambour, tu vas nous mener cette Oui, on va méditation. travailler au tambour. Hein. On y va. Allez, c'est parti pour cette belle expérience. Je vous invite à vous installer confortablement et je vais m'effacer pour laisser nos deux invités réaliser cette expérience, cette pratique. Bien, moi et Séverine, nous sommes tout ensemble pour vous accompagner dans cette méditation. Allongez-vous confortablement ou asseyez-vous sur un fauteuil confortable et fermez les yeux. Commencez à vous détendre. Voilà, on inspire, on expire, on inspire, on expire. On ferme bien les yeux, on se détend. On laisse l'air pénétrer dans tout le corps et partout à chaque fois que l'on inspire et qu'on expire, les muscles se détendent. On ferme bien les yeux et on se concentre sur le fait qu'il fait nuit quand on ferme les yeux. Il fait noir, il fait obscur. Imaginez que vous soyez allongé dans la terre, dans un trou dans la terre, que des charmants amis de la mafia arrivent avec une pelle et vous recouvrent de terre. Non, non, je veux pas mourir, non, pitié. Acceptez la mort. Laissez la terre vous recouvrir et retrouvez-vous dans le noir le plus absolu. On inspire, on expire. Voilà, la terre a recouvert complètement le trou dans lequel vous êtes et vous vous enfoncez dans le monde souterrain de la terre noire. Vous sentez ce poids, le poids de votre corps qui s'enfonce dans la terre. Essayez de repérer un poids particulier, un point dans votre corps, dans votre gorge, dans votre plexus, dans votre chakra sacré, peut-être même dans un membre. Repérez le nœud principal, cette énergie qui vous a pourri toute la vie. Essayez de voir après, de ressentir ce nœud. Ne le retenez pas. Ne le retenez pas. Vous sentez comment il est pesant ce nœud, cette énergie négative. Y a-t-il de la colère? Est-ce que ça pique la gorge? Est-ce que ça gratte?
Laissez cette énergie se manifester. Acceptez de mourir avec. Ne la retenez plus, ne vous défendez plus, ne l'enterrez plus. Vous êtes vous-même dans la terre. Laissez cette énergie commencer à se dissoudre et à mourir. Acceptez de rentrer dans le territoire de la mort, dans le monde souterrain, dans le monde de l'Hadès. Ah, ah, ah. Non, je veux pas mourir. Non, je veux pas mourir. Si, tu es dans le territoire de la mort. Laissez la mort venir. Invitez-la à ce qu'elle vienne dissoudre tous vos nœuds, tous vos problèmes qui vous embêtent dans votre vie. Ces nœuds énergétiques que vous ressentez. Allez, confiez-le à la mort. Acceptez de traverser le territoire de la mort. Car rien ne sera plus comme avant. Toutes ces douleurs, tous ces problèmes qui vous pourrissaient la vie, que vous avez entretenus depuis si longtemps, sont des problèmes du passé que vous devez laisser tomber dans le territoire de la mort. Adieu conflit, adieu souffrance, adieu mes chéris, je vous aimais tant. Adieu conflit, je vous aimais tant. Je vous laisse partir dans le territoire de la mort. Jamais, 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 jamais. Voilà, laissez partir les vieilles écorces qui vous entouraient. Laissez partir les points énergétiques. Laissez-les mourir. Appliquez la mort à la mort. Laissez se dissoudre cette énergie, ce nœud que vous avez repéré dans votre corps, sur lequel vous allez vous axer. Laissez se dissoudre ce nœud, laissez-le partir, laissez-le mûrir comme un abcès, se dissoudre. Laissez tomber l'écorce noire et ténébreuse et laissez l'énergie monter. Ne la retenez plus, ne la gardez plus en vous comme une énergie chérie. Laissez partir cette énergie, laissez briller la lumière, car à l'intérieur se trouve une lumière divine qui peut survivre au territoire de la mort. Laissez-la monter, laissez-la fleurir. Doucement, cette énergie monte, passe par le canal de la gorge. Ah, ça pique, aïe, aïe. Laissez piquer, laissez tomber, laissez mourir ces picotis, laissez sortir. Laissez sortir la lumière, laissez sortir l'énergie, laissez tomber les écorces, laissez tomber la mort. Appliquez la mort à la mort. Adieu conflit, adieu mémoire, adieu justice que je voulais obtenir. Adieu, je n'aurai plus jamais gain de cause. Je laisse partir ce conflit. Je laisse partir cet ennui. Je laisse partir cette énergie. Non, plus jamais j'aurai justice, car elle est partie dans le passé. Jamais je ne pourrai retenir le passé. Non, plus jamais, car maintenant je me tourne vers la vie, et je laisse sortir cette lumière emprisonnée dans les ténèbres de la douleur, de la souffrance. Adieu souffrance, je vous aimais bien, vous étiez avec moi jusqu'à maintenant. Maintenant je vous laisse perdre dans le territoire de la Hesse, territoire de la mort, territoire de la mort. Merci à mort, toi qui es venu prendre tous mes déchets, tous mes conflits, mes douleurs, mes conflits. Oh, je vous en prie, libérez-moi de mes fardeaux ténébreux, afin que je puisse devenir un porteur de lumière, un humble porteur de lumière.
Adieu carreaux ténébreux, je vous abandonne dans le tartare, dans le monde souterrain. Vous servirez bientôt comme le fumier d'engrais pour les plus belles plantes. Je vous abandonne à la terre, mais qui sera vous utile pour le bien de la végétation. Adieu, adieu mes conflits, adieu mes déchets, les déchets toxiques. Je marche sur la terre des vivants, je laisse la mort à la mort. Et maintenant, joyeux vers l'avenir, car je vois l'étoile, cette lumière qui m'indique la sortie du tunnel. Et je vois les rayons du soleil qui va se lever. Adieu passé, j'avance comme un petit enfant tout nu, libéré des vieux vêtements ténébreux. Et je marche sur l'herbe verte dans la joie, dans la rosée du matin. Le soleil se lève, tel un enfant joyeux. Je découvre la vie en dehors de tout ce passé qui me contenait. Je suis libre maintenant, mon cœur est à nu, et je remercie la bonté de la vie. Et voilà, je reviens dans mon cœur, dans le chakra du cœur. On oublie tout ce qu'il y avait dans la tête, on oublie tout ça, on laisse tomber, on laisse rayonner son cœur et on ouvre les yeux petit à petit. On inspire, on expire, on sent son corps et le soleil se lève. On ne le retient pas, on le laisse sortir. Et voilà, la lumière s'éveille. Et voilà. Merci. Merci pour cette expérience inédite. C'est la première fois que je vis ce rituel. Merci à tous les deux de l'avoir proposé. C'est beau de voir cette alchimie entre tous les deux. Merci à vous. Et est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cette pratique qui a été réalisée? J'ai beaucoup de choses à dire. Premièrement, que Séverine n'a pas dit, c'est qu'elle avait des dons extraordinaires. Elle voit, elle sait où, quand, comment placer les choses. Des fois, elle ne parle pas toujours. Elle sait se mettre en arrière, mais elle est très agissante, je tiens à le dire. Elle était très agissante dans ce soin, et elle travaille beaucoup avec les esprits. C'est pour ça, quand elle a été au Vanuatu, ce qu'elle vous a pas dit, c'est qu'au Vanuatu, là-bas, dans les tribus, ils repèrent les enfants qui ont des dons. Elle a un don extraordinaire. Elle voit directement les esprits, elle voit les auras, elle voit le passé, elle voit les choses. Elle parle toujours avec les esprits des plantes et des choses. Et donc, quand ils ont vu qu'eux, comme là-bas, ils repèrent, quand il y a un enfant qui a un don dans la tribu, après, ils le confient au chaman qui va la former. C'est ce qui s'est passé avec elle. Et c'est ce qui se passe ici avec les stages que l'on donne avec Séverine. Oui. Vous proposez des stages, elle, vous pouvez en elle parler aussi. prépare les enfants. Voilà, elle nous met en relation avec l'esprit de la nature, avec l'esprit des choses. Et tout se passe d'une manière extrêmement juste. Car soyons honnêtes, quelle que soit notre connaissance, notre savoir ou quoi que ce soit, sans les esprits, on n'est pas grand-chose. En chamanisme, c'est pas la peine. Et en alchimie, c'est pareil. C'est une magnifique conclusion. Je vous invite à consulter, on mettra tous les liens en description de cette vidéo pour retrouver vos sites internet et les différents événements que vous proposez ensemble. Magnifique conclusion là. Merci beaucoup pour cette méditation. Le feu purifie, l'eau nourrit et au centre, le cœur reste intact. C'est bien ça? Oui, et la terre absorbe.
Et la terre La absorbe. terre absorbe. Et la terre absorbe. C'est très important. Ouais. Merci beaucoup à toutes et à tous. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker cette vidéo et commenter pour nous donner vos impressions par rapport à ce que vous avez ressenti lors de cette expérience. Si vous avez des questions également pour nos invités, n'oubliez pas également que vous pouvez utiliser cette nouvelle fonctionnalité Booster qui permet de mettre en avant cette émission dans l'algorithme et toutes les différentes émissions qu'on propose sur la chaîne. J'étais ravi de vous retrouver. Merci encore à nos invités Pascal et Séverine. Est-ce que vous auriez un mot pour la fin par rapport à ce qu'on traverse aujourd'hui dans l'actualité par rapport au monde? Ne paniquez pas. Ne paniquez pas. On est en plein, nous sommes dans une traversée qu'on appelle les grandes noirceurs. Alors qu'on parle de noirceur, c'est l'absence de lumière. Et les égrégores sont assez négatives, faut dire ce qui est, et dissolvantes. Donc il peut y avoir des obstacles, des oppositions. Profitez-en pour vous recentrer et profitez de cette énergie, excusez-moi merdique, profitez-en pour qu'elle vous absorbe tout ce qui est négatif en vous. Et quand vous êtes saturé par des choses où oui, vous êtes un peu perdu, acceptez. Dites, ok, accepte, mangez tout ce qui est négatif en moi. Appliquez le mal au mal, c'est tout. Et recentrez-vous dans votre cœur. Il y a là une part de lumière qui est indestructible, que aucune ténèbre, aucun égrégore ne peut vaincre. Mais je laisse aussi la parole à Séverine quand même. Oui, merci. Merci beaucoup Pascal. À toi Séverine. Oui, ben, c'est certain que on est dans cet entre-deux qui est loin d'être confortable entre ces grands courants cosmiques qui sont ascendants et qui viennent tout chambouler, tout bousculer, tout transmuter, tout transformer. C'est bien évidemment ce moment de passage et d'entre-deux qui est très inconfortable et comme le préconise Pascal, de pouvoir rendre l'utile à l'agréable puisqu'il faut se décharger, puisqu'il faut se délester, puisqu'il faut se sublimer aussi à la fois et aller toujours vers cette meilleure version de nous-mêmes. Eh bien, faisons-le à notre échelle, chaque jour un petit peu, des nouvelles habitudes, des anciens schémas, des nouvelles habitudes, des anciens schémas que l'on laisse partir et que l'on met en place. Des petites victoires, chaque jour des petites victoires. Et ça permettra à rendre ce passage, ce temps de transition qui est vraiment très brassant pour chacun d'entre nous, un peu moins long, pénible et ruineux. Voilà. Merci beaucoup pour ces belles paroles, pour ces beaux enseignements. Je vous remercie une fois de plus. Et je dis à toutes les personnes qui me regardent, merci d'être restés jusqu'au bout. Et à très bientôt pour une nouvelle émission.